ici à Deauville pour la première édition des ImoDays et on va donc parler de schéma directeur immobilier et de comment faire les bons choix, comment le définir, comment choisir aussi ses futures implantations et les différents rôles que vous pouvez jouer là-dedans. La première question peut-être pour Jean-François, donc tu es directeur immobilier, environnement de travail et moyens généraux à la Maïf. Exactement. Alors pour toi aujourd'hui, c'est quoi tes critères prioritaires quand tu réfléchis à ton schéma directeur immobilier? Pas de grand scoop hein, quand tu réfléchis à un schéma directeur de patrimoine immobilier. C'est évidemment d'avoir une démarche globale économique. Hein. C'est voilà, pourquoi je quitte un lieu, quel gain je peux avoir lorsque je quitte ou je transforme un lieu. Donc un des critères les plus importants, en tout cas à mes yeux, c'est le critère économique. Le second critère qui vient pas très loin après tout de même, et qui prend de plus en plus d'ampleur, mais qui est encore juste après, c'est évidemment le critère social, le critère de qualité de vie au travail, l'environnement de travail. Mais vraiment, c'est le second point. Le premier, évidemment, un critère économique. Voilà, c'est ce qui, en tout cas, qui me motive quand je fais un schéma directeur. Attention tout de même aux critères économiques. J'aime des fois le dire assez souvent, c'est les fausses bonnes idées. Hein, on peut s'imaginer que c'est intéressant de pouvoir partir d'un lieu et réfléchir sur une autre stratégie. Et en fait, en regardant le ROI complet, le coût complet d'une transformation comme celle-ci, c'est pas tout le temps aussi évident. Et alors, en immobilier de bureau notamment, on a souvent beaucoup mis en avant la centralité comme un critère finalement assez important en termes d'implantation. Mais on voit que finalement, cette notion-là, elle peut parfois être subjective. Si on prend l'exemple de la Maïf, déjà vous êtes à Niort, et puis vous n'êtes pas dans le centre-ville de Niort non plus. Donc, quel est un petit peu votre avis sur ce critère, Jean-François, d'abord? En gros, il faut être là où on nous attend. Il n'y a pas de règles particulières. Évidemment, on connaît bien ce fameux principe de l'emplacement, emplacement, ou peu importe le nom qu'on y donne. Mais voilà, l'important, c'est d'être là où on nous attend. Si c'est du retail, il faut être au plus proche de nos clients, être extrêmement accessible. Là où c'est du bureau central ou du back-office, bah, évidemment, il faut avoir un aspect économique dans le temps, que notre bien soit rentable dans le temps, évidemment, mais là, pour le coup, le social est important. Il faut qu'il soit pas très très loin de l'habitation des collaborateurs, pas tous, hein, parce que quand on a 2 ou 3 villes, évidemment, on peut pas satisfaire tout le monde pour autant, c'est regarder. Et puis là aussi, encore une fois, le sujet de l'environnement, tous les critères environnementaux sont importants, on regarde tout. Donc, il n'y a pas de règle de vouloir être central ou au cœur de ville. Ce qui est important, c'est de se placer là où soit les affaires se font, le business se font, ou soit l'environnement local ou l'environnement social y répond. Donc voilà, on n'est pas dans une dynamique de tout centraliser à un seul endroit. En tout cas, c'est pas celle de la Maïf, quoi. Christophe, sur cette notion de centralité, qu'est-ce que tu en dis? La localisation reste un point effectivement extrêmement important. Alors nous, on ne fait pas vraiment de schéma directeur parce qu'on est un opérateur, donc on a plutôt un plan de développement proche du retail pour pouvoir ouvrir des sites qui conviennent à nos clients. Mais ce concept de localisation est important. Comme l'a dit Jean-François, je rajouterais l'écosystème autour. C'est-à-dire que de plus en plus, le fait d'avoir des restaurants, des bars, la possibilité de sortir, de faire des after-work, compte comme un critère très très important lorsqu'il s'agit de choisir une localisation. Alors, on reviendra peut-être après plus spécifiquement sur le rôle finalement des opérateurs de bureaux opérés dans cette définition des schémas directeurs. Loïc, peut-être sur la question de la centralité aussi, ce que tu en penses? Écoute, je crois que aujourd'hui, les maîtres mots, c'est la mixité et l'accessibilité. Donc, mixité, indéniablement, je pense que Christophe vient très bien d'en parler, c'est de plus en plus, les entreprises souhaitent avoir un écosystème qui ne soit pas centré uniquement sur le bureau et que les collaborateurs puissent s'ouvrir à des services, à des aménités. Et donc, tout ce qui va tourner autour de l'immeuble va avoir un sens profond. C'est ce qui fait effectivement que les quartiers centraux à faire sont très publicités aujourd'hui. Mais on voit également que les zones mixtes de première couronne, par exemple, dans les tissus urbains qui n'étaient pas forcément spécifiquement immobilier d'entreprise pur, en tout cas, avec du résidentiel, avec du commerce, avec de l'activité, prennent tout leur sens. Mais le deuxième sujet, c'est il faut les transports en commun. Et ça, c'est un sujet. Ça a toujours été le cas, mais plus que jamais aujourd'hui, parce que la voiture est quand même en voie un petit peu
de réduction en termes d'utilisation, d'usage, et très clairement, la disposition sur les transports en commun est clé. On le voit bien entendu en anticipation sur le Grand Paris par rapport à tous les investissements qu'on fait sur le Grand Paris, mais on le voit aussi étant très présent chez Paris Asset Management sur toutes les métropoles régionales. Dès qu'une ligne de tramway est créée, tout ce qui va se construire autour de la ligne de tramway a un sens profond, et donc tout le raccordement qu'on va faire va reclasser ces zones-là et déclasser des zones un peu plus lointaines. Donc ces deux critères deviennent un petit peu essentiels pour l'ensemble de nos clients locataires. Et alors justement, par rapport à toutes ces règles, toutes ces notions qui définissent finalement le schéma directeur des entreprises, des utilisateurs désormais, comment vous, en tant que propriétaire, qui avez déjà un parc qui est déjà établi, comment vous faites pour vous adapter, pour vous ajuster aux nouveaux critères, aux nouvelles demandes? Alors je crois que tu as cité le mot adaptation, c'est un vrai sujet en ce moment. On est dans une phase de transition, écologique, énergétique, mais on est également dans une phase de transition d'usage, et on voit bien que les mouvements qui avaient été amorcés par les utilisateurs qui étaient le plus en pointe avant la crise Covid ont considérablement augmenté aujourd'hui, et prennent une ampleur assez considérable. Donc il y a peu d'entreprises qui ne sont pas encore à travailler sur leur schéma directeur, et clairement il faut qu'on les accompagne. Alors les accompagner, c'est également faire muter notre parc existant. Certains actifs ne répondent plus à la demande aujourd'hui, il faut savoir les transformer, il faut savoir les vendre, donc c'est une activité d'asset management de propriétaires très très actifs. À l'inverse, il faut savoir réinvestir également dans des produits qui n'étaient très peu présents sur le marché, ou les transformer. Et puis il faut qu'on soit à l'écoute, de nos clients, qu'on comprenne effectivement leurs usages, qu'on y mette de la flexibilité. Parce que très clairement aujourd'hui on nous demande d'adapter significativement les bâtiments. Alors c'est de la flexibilité tant juridique que de la flexibilité sur la structure même des bâtiments et des services qu'on peut produire, et y compris rentrer des services innovants et des opérateurs partenaires qui vont pouvoir nous accompagner pour apporter ces compléments de services. Donc c'est un vrai travail de fond. L'immeuble de bureau tel qu'on l'imaginait il y a 10 ou 15 ans est effectivement, objectivement en train de disparaître. C'est pas une révolution absolue, mais c'est quand même un mouvement de fond, et ça nécessite beaucoup de travail d'anticipation. Et ce dialogue-là avec les utilisateurs aujourd'hui, est-ce qu'il est fluide? Est-ce qu'il y a des points de frottement? Il peut avoir une méfiance assez naturelle, preneur, bailleur, historique, qui vient d'une histoire, qui vient de la structure des contrats de location, qui vient d'une équation économique. On parle aussi d'économie, où chacun défend à un moment donné son business plan. Donc on peut avoir ça en première approche, mais quand on met en place un dialogue vraiment de qualité, c'est l'intérêt mutuel à un moment donné de se retrouver à avoir un preneur effectivement qui se sent à l'aise sur son actif immobilier, qui se projette à long terme. Nous, on a certainement à réinvestir des actifs, à travailler beaucoup plus les CAPEX, les services, etc., à investir dedans, et ne pas hésiter à y mettre un peu plus de flexibilité qu'on pouvait en mettre par le passé. Et je pense que quand on rentre dans ce niveau de dialogue et cette maturité de dialogue, on arrive à faire des belles choses avec nos clients locataires aujourd'hui. Et dans les schémas directeurs donc des entreprises, il peut y avoir un choix qui peut être fait, c'est de faire appel aux espaces de bureaux opérés, les coworking, hein, pour le dire autrement. Christophe, vous dans cet accompagnement des utilisateurs, quel est votre rôle finalement? On fait partie des schémas directeurs. Pour une raison assez simple, me semble-t-il, c'est que le monde dans lequel on vit devient de plus en plus changeant, et de plus en plus difficile d'anticiper notamment les crises. Et on voit qu'elles se succèdent depuis quelque temps, elles sont de nature différente, mais elles demandent aux entreprises d'être extrêmement agiles dans leur mode de fonctionnement, dans leur capacité à aller sur de nouveaux marchés, leur capacité à innover. Et donc, un schéma directeur, traditionnellement, me semble être plutôt une mèche longue. Mais de plus en plus, ces entreprises ont besoin de flexibilité, quelquefois de réversibilité de leurs décisions pour pouvoir s'adapter et changer en fonction de leur environnement. Et donc, le type de formule que l'on représente pour des grands groupes est bien compléter un dispositif. Pour des entreprises de taille intermédiaire, quelquefois remplace complètement le bail conventionnel et représente la formule qui est choisie pour des entreprises qui décident de mettre l'ensemble de leurs effectifs dans un mode extrêmement mobile et extrêmement flexible, comme ce qu'on est capable de proposer.
Et Jean-François, la Maïf par exemple, est-ce que le coworking, est-ce qu'à un moment donné vous l'avez envisagé, que ce soit à Niort ou dans des implantations ailleurs? Assez peu, mais moi je suis vraiment en phase avec ce qui vient d'être dit à l'instant là. Et sur ce dernier point, en fait, ces espaces opérés font partie de l'équation. On y va pas, c'est un choix. Voilà, on est à tiroir. À la fin d'un schéma directeur, on se pose un certain nombre de questions. On reste, on part, on achète, on vend, on opère différemment, etc. Et du coup, l'espace opéré qu'on peut avoir à disposition peut faire partie d'une réponse totale à l'équation. Nous, Maïf, on n'y va pas parce que on est utilisateur, on est propriétaire, locataire, investisseur. En fait, on est multicasquette et on n'a pas forcément besoin de surface de type de coworking parce qu'on se crée nous-mêmes nos surfaces de coworking, on se crée nous-mêmes nos réponses à nos besoins en étant, comme on le disait, extrêmement agile. On vend, on achète, on se relocalise, on prend des baux précaires quand il le faut, etc. Et là où je rejoins aussi également Loïc, c'est que l'immobilier est en mutation, mais je crois qu'il ne s'est jamais arrêté en vérité, il est toujours en pleine mutation. Mais la relation entre les propriétaires et les preneurs, j'ai l'avantage d'avoir les deux casquettes, c'est aussi en mutation, c'est en train de bouger. Je trouve que la relation juridique, la flexibilité dans les baux, la flexibilité dans les relations. Alors je ne parle pas du propriétaire privé particulier qui a fait son investissement ou qui a hérité de quelque chose où c'est un peu plus compliqué encore ça. Mais quand on est entre professionnels de l'immobilier, j'ai plutôt l'impression et je ressens vraiment un vrai changement dans les relations et dans le fait de vouloir rendre service sur un immobilier qui bouge beaucoup, quoi. Enfin, je reviens à ce que tu disais, Loïc. Et alors, il y a peut-être un lien, tu me dirais s'il est pertinent ou pas, mais aujourd'hui, on parlait de rapport de force, enfin, de la relation bailleur-locataire, mais il y a aussi un rapport de force avec un point de bascule qui est en train de changer entre le salarié et son entreprise. Aujourd'hui, quand une entreprise définit un schéma directeur, alors après, on sait qu'on peut pas contenter tout le monde, mais néanmoins, j'imagine qu'il y a une certaine part de dialogue social. Aujourd'hui, est-ce que ça fait partie des critères, je pense, mais est-ce que dans ce rapport de force-là qui évolue entre salariés et entreprise, est-ce que ça change aussi la donne? Enfin, en tout cas, moi, pour répondre à cela, l'immobilier est au service de la performance de l'entreprise. Enfin, on est au service des collaborateurs, on est au service de la performance, on est au service de l'impact que souhaite mettre l'entreprise. Donc, c'est pas un rapport de force, le mot est peut-être un peu fort, mais c'est une demande d'une direction, une demande d'une stratégie, d'une vision d'entreprise pour faire bouger l'immobilier. Et forcément, comme on est au service de cette performance-là, eh bien, on est extrêmement attentif au fait de garder nos collaborateurs dans un environnement de travail qui leur convient. On est extrêmement attentif à avoir un environnement qui convient extrêmement à des potentiels collaborateurs, des pépites qu'on aimerait faire venir. L'environnement de travail, c'est pas forcément la réponse première, mais on fait partie. On préfère évidemment venir dans un environnement sain, agréable, où il y a toute une conciergerie interne, externe, ou des services associés, etc., plutôt que potentiellement dans un autre espace. Donc, l'immobilier est de toute façon au service de la performance, et la performance, c'est aussi du recrutement, c'est aussi le fait de garder ses collaborateurs et les meilleurs. Et nous, on s'inscrit totalement là-dedans, bien sûr. Et peut-être une dernière question, juste sur finalement, aujourd'hui, il y a plusieurs modèles. Vous allez sûrement me répondre que ça dépend des entreprises, des cultures d'entreprise, mais entre des stratégies très décentralisées, avec des implantations régionales ou des implantations, que ce soit en coworking ou autre. Est-ce qu'il y a un modèle dominant que vous voyez, ou finalement est-ce que c'est vraiment très éclaté et il y a à peu près autant de stratégies que d'entreprises? Moi, je constate quand même un mouvement, alors peut-être pas dominant, mais assez majoritaire, me semble-t-il, qui est de réduire, je dirais, le totem de l'entreprise, c'est-à-dire son siège social, de le conserver par contre en gestion propre, soit sous forme d'un investissement, soit sous forme d'un bail conventionnel. Et ce lieu-là, c'est la carte d'identité de l'entreprise par rapport au marché, c'est là où les collaborateurs se retrouvent. Et autour de ce lieu totem, on voit quand même l'utilisation et la mise à disposition de sites satellites pour permettre aux utilisateurs de pouvoir travailler
en nomadisme, en déplacement ou proche de chez eux. Et ces sites-là peuvent être des sites de l'entreprise, hein, quand ce sont des entreprises qui ont effectivement un maillage territorial important, ou alors aller chercher des compléments comme des tiers-lieux par exemple. Mais je trouve que ce mouvement qui consiste à offrir des lieux de travail et non pas un lieu de travail aux collaborateurs est quand même un mouvement qu'on voit assez principalement se développer en ce moment. Constat partagé, Loïc? Oui, complètement, je partage avec Christophe. Je crois que on n'a pas tiré toutes les conséquences et toutes les conclusions du télétravail et je ne peux pas croire, quand il y a un recours très très significatif au télétravail à haute dose, que les collaborateurs vont rester toute leur vie enfermés chez eux dans des conditions de travail très très moyennes. Donc je pense que ça va générer à coup sûr du tiers-lieu. Du tiers-lieu, ça s'organise, ça nécessite des locaux de grande qualité, bien opérés. Et ça nécessite effectivement des temporalités et des lieux différents pour pouvoir accompagner cette évolution du travail qui est ancrée aujourd'hui. Je crois qu'on a tous compris qu'en moyenne, on arrive à peu près à 2 jours de télétravail. Bon an, mal an, alors il y a quelques extrêmes, mais globalement, c'est quand même la tendance qui se dégage. Et les entreprises continuent à s'adapter par rapport à ça. Donc c'est à la fois un fait positif en termes d'attractivité des talents, mais ça s'organise. Ça s'organise effectivement au siège social. Il faut à coup sûr donner de l'envie de retourner au bureau, mais il faut également donner de l'envie quand on n'est pas au bureau de travailler dans un environnement qui soit sain d'un point de vue sanitaire, d'un point de vue également social, de sociabilisation. Et donc, il y a encore beaucoup de travail à faire sur cette frange-là qui n'est pas spécialement encore adressée aujourd'hui. Bien, merci en tout cas à tous les trois d'être venus livrer votre regard, vos retours d'expérience sur ce sujet éminemment important des schémas directeurs immobiliers.